Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente, je suis professeur agrégé Bouhabida. Je suis pédiatre, néonatologue. Je vais vous présenter aujourd'hui un travail dirigé intitulé Comment interpréter un téléthorax. À la fin de ce travail dirigé, l'étudiant doit acquérir comment savoir reconnaître la bonne qualité d'un cliché thoracique, de savoir décrire les caractéristiques d'un cliché thoracique normal, de savoir distinguer les différents syndromes radiologiques. Comme vous le savez, la radiographie thoracique constitue l'exploration de base des poumons et du médiastin chez l'enfant. La connaissance précise de l'anatomie est nécessaire pour permettre une bonne interprétation. Elle est souvent suffisante pour poser un diagnostic. Les rayons X sont absorbés de manière plus ou moins importante en fonction des substances traversées. On distingue 4 densités radiologiques qui sont de la plus absorbante à la moins absorbante, osseuse, hydrique, graisseuse et aérique. Ainsi, les os absorbant les rayons X de manière importante, ils apparaîtront blancs, ce qui en termes radiologiques se nomme opaque. L'air absorbant peu les rayons X apparaîtra noir, ce qui en termes radiologiques se dit clair. On parle alors d'opacité pour toute image apparaissant blanche sur cliché et de clarté pour toute image noire. Certains paramètres sont importants à connaître, à savoir cette cage thoracique. Elle est formée de A jusqu'à, par ordre alphabétique. Donc de A, on a l'arc. Suivez mes enfants les lettres s'il vous plaît. On a le A, l'arc postérieur de la côte. B, c'est l'arc moyen de la côte. C est l'arc antérieur de la côte. D, c'est l'extrémité antérieure de la côte. E, la clavicule en vue en filade avec nouure centrale en cas de bras relevé. F est l'omoplate. F, donc c'est l'omoplate qui est dégagée. G, c'est l'épine de l'omoplate. L'épine de l'omoplate que vous observez ici. Et on a le H, c'est la métaphyse humérale. C'est la métaphyse humérale. Ensuite, on a le I, c'est le cartilage du conjugaison. Vous le voyez sous l'humérus, donc directement sous la métaphyse humérale. On a le J, c'est l'épiphyse humérale. Voilà, l'épiphyse humérale. Le K est le cavité glénoïde. Cavité glénoïde. Ensuite, on a le L, le corps vertébral, les pédicules, et enfin le N. Et le N, c'est le disque intervertébral. C'est important également de connaître les lignes antérieures du médiastin. Ces lignes antérieures du médiastin donc, sont représentées en 1 par le tronc veineux bronchique, bronchiocéphalique. 2, c'est la veine cave. C'est la veine cave supérieure. Le 3, c'est l'oreillette droite. 4, c'est la veine cave inférieure intrathoracique. 5, c'est l'artère sous-clavière gauche. Le 6, c'est le bouton aortique au-dessous. Et le 7, c'est l'artère pulmonaire. 8, c'est l'incisure aorto-pulmonaire. Et enfin, le 9 est le ventricule gauche. Pour interpréter un téléthorax, qu'est-ce qu'il faut comme élément? Il faut l'identification, les critères de qualité et l'analyse du cliché. Pour l'identification, on a besoin du nom, du prénom et l'âge du patient, ainsi que le côté droit ou gauche et la date et l'heure où le téléthorax était fait. Pour les critères de qualité, on a la symétrie, la bonne pénétration. On a la symétrie, la bonne pénétration, un cliché pris en inspiration profonde et en position debout.
Saviez-vous que l'hypertension est la maladie chronique la plus fréquente dans le monde? Correctement le téléthorax. Toujours dans l'interprétation du téléthorax, quels sont les critères de qualité? La symétrie. Que veut dire la symétrie? Un cliché est de face stricte lorsque les extrémités internes des clavicules sont symétriques par rapport à la ligne des apophyses épineuses. Ensuite, une bonne pénétration, que veut dire que les 4 vertèbres dorsales sont bien visibles. Présence de la poche air-gastrique qui signe la station debout. Voilà la poche air-gastrique. Et enfin, en inspiration profonde, il faut distinguer le téléthorax en inspiration, en expiration. Donc, en inspiration profonde, c'est la projection de la 5e arc antérieure ou du 8e arc postérieur des côtes sur les coupoles diaphragmatiques et la présence des bosses diaphragmatiques droites. À l'expiration, on a l'applicature expiratoire droite, donc de la trachée. Également, un autre paramètre important, c'est les omoplates qui sont dégagées. Que veut dire les omoplates dégagées? C'est le bord médian. Le bord médian des 2 omoplates se projette en dehors des champs pulmonaires. L'absence du flou cinétique. L'absence du flou cinétique veut dire, on termine avec l'analyse du cliché toujours, on a le contenant et le contenu. Le contenant, c'est la cage thoracique, tout ce qui est osseux, les omoplates, la clavicule, le rachis et le sternum. J'attire votre attention ici, c'est la fossette de ligament rhomboïdal. Ici, donc, on observe une fracture donc, de la clavicule. Alors, pour tout ce qui est contenu, on a le diaphragme, les parties molles. Alors, ici, on observe un artefact du dupli cutané. À gauche, le pli cutané simule un pneumothorax, mais les vaisseaux pulmonaires sont visibles au-delà de l'artefact. Le contenu, c'est le parenchyme pulmonaire, le médiastin et les îles. Il est important de savoir qu'en téléthorax de face, on distingue 2 champs pulmonaires clairs constitués du parenchyme. Un parenchyme pulmonaire et des îles. Le parenchyme pulmonaire est constitué à droite de 3 lobes, supérieurs, moyens et inférieurs, séparés entre eux par 2 césures. On a la grande césure et la petite césure. À gauche, les 2 lobes supérieurs et inférieurs séparés par une césure. Chaque lobe est subdivisé en segments. Les poumons sont essentiellement constitués d'air alvéolaire et bronchique, c'est-à-dire ce qui est visible dit trame pulmonaire, qui correspond en fait à la vascularisation du poumon, qu'elle soit artérielle ou veineuse, entourée de tissus de soutien ou interstitiels. Ensuite, on a la vascularisation pulmonaire est différente entre l'apex et les bases. En fait, les apex pulmonaires apparaissent plus clairs, plus noirs. Elles sont plus noires que les bases. Un paramètre important est celui de l'index cardio-thoracique. Comment le mesurer? Alors, comment le mesurer? Cet index cardio-thoracique qui correspond au rapport entre la plus grande largeur de la silhouette cardiaque, représentée par le C, et la plus grande largeur du thorax. Donc, on a A plus B sur C. Donc, il est normalement inférieur à 0,5. Mais il diffère. Donc, chez un nouveau-né, il est inférieur à 0,6. Le nourrisson, moins que ça, 0,55. Et l'enfant, 0,5. Concernant les îles pulmonaires, sont formées de chaque côté du médiastin
par les branches de division artérielle pulmonaire et les divisions des branches souches en branches lobaires. Le île gauche est souvent plus haut que le île droit. Entre les deux champs pulmonaires apparaît la silhouette cardiaque telle qu'une opacité paramédiane gauche grossièrement triangulaire à base diaphragmatique, comme vous le voyez dans le schéma, mes enfants. Voilà le île gauche et le île droit, et voilà l'opacité du médiastin. On décrit ces bords droit et gauche selon des arcs. Au niveau du bord droit, on décrit l'arc supérieur et un arc inférieur. L'arc supérieur droit rectiligne ou légèrement concave est constitué du tronc veineux brachio-encéphalique et de la veine cave supérieure. On a l'arc inférieur droit qui est convexe et constitué du bord latéral de l'oreillette droite et de la veine cave inférieure. Et au niveau du bord gauche, on décrit trois arcs supérieurs, comme c'est montré dans le schéma. Ici, on a l'arc supérieur. Alors, on a c'est l'arc, donc c'est l'arc supérieur gauche qui représente par l'artère surclavière et la crosse aortique. On a l'arc moyen gauche, c'est le tronc de l'artère pulmonaire et l'oreillette gauche, et on a l'arc inférieur gauche représenté par le ventricule gauche. Du côté droit, on a deux arcs, un supérieur droit et le tronc veineux brachioencéphalique et la veine cave supérieure, et l'arc inférieur droit, c'est l'oreillette droite et la veine cave inférieure. Donc, un élément très important, on ne doit pas le négliger, est le thymus. Ce thymus, c'est un organe lymphoïde essentiel qui est formé de deux lobes reliés par un isthme situé au niveau du médiastin antérieur. Il est en général volumineux chez le nourrisson. Il se développe rapidement dès sa naissance et commence à évoluer vers l'âge de 1 an. Il disparaît sur le plan radiologique le plus souvent entre 2 et 3 ans. Le thymus apparaît comme une opacité hydrique homogène. Il peut avoir n'importe quelle forme avec une asymétrie très fréquente des deux lobes. L'aspect particulier dit en voile latine, on va voir des images radiologiques, est très évocateur, mais ne s'observe que dans 5% des cas. Quand il existe une hypertrophie des deux lobes, l'opacité thymique peut recouvrir toute la silhouette cardiaque et simuler une cardiomégalie ou même une tumeur médiastinale. Quand vous voyez, mes enfants, quand il existe un doute diagnostique, signes sémiologiques permettent de rattacher cette opacité à une hypertrophie physiologique du thymus. Par exemple, le cliché, donc celui-là, qui va nous montrer un signe de vague. Le thymus a une consistance très molle. Il s'appuie sur la paroi antérieure et se moule sur les espaces intercostaux. Son bord externe apparaît ondulé. Donc, c'est le signe qu'on appelle le signe de vague. Ensuite, on passe au signe de raccordement. Le thymus recouvre, donc le signe de raccordement. Le thymus recouvre donc la silhouette cardiaque, l'intersection de son bord externe et du bord du cœur. Il peut exister une incisure qui correspond au raccordement entre les deux structures. Ensuite, on a l'aspect également de voile romain. Donc, dans la limite externe n'atteint jamais la paroi thoracique. Comme vous voyez, donc le thymus peut prendre plusieurs aspects, donc simulant soit une cardiomégalie ou encore beaucoup plus grave, une tumeur médiastinale. Ça a été un téléthorax de face. Qu'en est-il d'un cliché thoracique de profil? Quels sont les repères pour reconnaître le profil? On distingue les structures osseuses suivantes, le sternum, les côtes et les omoplates. Okay. Ensuite, le rachis et les têtes humérales. L'aorte ascendante n'est visible que si elle est saillante. La crosse de l'aorte est plus visible en arrière car elle refoule le poumon à gauche qui lui est accolé. L'aorte descendante n'est visible que sur un court trajet, sauf chez le sujet âgé. Donc chez qui elle fait généralement saillie sur le poumon gauche. La silhouette cardiaque est délimitée en avant et en bas par l'arc antérieur, à bord flou, constitué par le ventricule droit et en arrière, le bord postéro-inférieur,
constitué en haut, en bas par les bords postérieurs de l'oreillette gauche et du ventricule gauche. Maintenant, mes enfants, on va voir donc les syndromes radiologiques. Alors, on va commencer par le syndrome parenchymateux. Ce syndrome parenchymateux qui est constitué donc le syndrome parenchymateux, ensuite le syndrome pleural, le syndrome bronchique et le syndrome médiastinal pour en finir avec le syndrome pariétal. On va les voir un par un. On va commencer par le syndrome parenchymateux. Il est constitué de 3 syndromes: alvéolaire, interstitiel et cavitaire. Que veut dire un syndrome alvéolaire? Le syndrome alvéolaire traduit le comblement des alvéoles pulmonaires par du liquide, soit de l'eau, du pus ou du sang ou de cellules. Il se révèle par une opacité, comme se montre ici, à contour flou de la base droite du poumon, au sein duquel existe un bronchogramme aérique visible. Donc, elle siège généralement à la partie basale. Ok? On passe au syndrome interstitiel. Ce syndrome interstitiel, ce syndrome interstitiel qui traduit la présence de liquide ou de cellules anormales dans l'interstition pulmonaire. Les opacités apparaissent à des limites nettes, non confluentes, non systématisées, sans bronchogramme aérique. Des fois, on retrouve des micronodules ou des macronodules, donc aspect en lâcher de ballon. Pour le syndrome cavitaire, il traduit la présence d'une ou plusieurs cavités néoformées dans le parenchyme pulmonaire, exemple le cas de la tuberculose. On a le syndrome parabronchique, sont dus à une infiltration odémateuse, inflammatoire ou infectieuse de la muqueuse bronchique. Pour les dilatations de branches ou bronchiectasie, sont la conséquence d'une atteinte cartilagineuse avec destruction de la paroi musculaire et élastique des branches. Il en résulte une augmentation permanente et irréversible de leur calibre. Pour la téléctasie, est une réduction du volume pulmonaire par collapsus des alvéoles. Ce trouble de la ventilation est lié soit à une obstruction endobronchique par mycosité ou par une masse ou par autre, soit une compression extrinsèque d'une branche. Le pleural, c'est un ensemble de signes qui traduisent la présence de liquidaires ou de tissus anormaux dans les feuillets pleuraux. On a la pleurésie par exemple ici, quand vous voyez le cul-de-sac costodiaphragmatique qui est comblé. Donc on a cette pleurésie de faible abondance qui réalise une opacité qui émousse les cul-de-sac. De profil, il forme un comblement dans le cul-de-sac postérieur. Donc seule l'échographie pleurale peut aider pour confirmer le diagnostic de cet épanchement de faible abondance. Pleurésie donc de moyenne abondance en position debout de l'épanchement, comme vous le voyez dans la radio du thorax de face. L'épanchement pleural liquidaire se collecte au niveau des bases sous forme d'une opacité en nappe, effaçant la coupole, carrément la coupole diaphragmatique à droite. La limite supérieure qui est concave est souvent floue. Vers l'extérieur, où le poumon se laisse plus facilement comprimer, réalisant ce qu'on appelle la ligne damoiseau. D'équilibre en position debout et mobile avec les changements de position du malade. En position couchée, l'épanchement a tendance à se caractérise par une asymétrie de transparence des poumons avec vascularisation bien sûr pulmonaire qui est conservée. L'épanchement de grande abondance réalise presque un hémithorax opaque sans bronchogramme aérien avec un refoulement du côté contralatéral du médiastin. Quel en est-il du pneumothorax ou l'épanchement aérien? L'air en pénétrant de façon anormale dans la cavité pleurale à travers une brèche, donc découple le poumon de la paroi thoracique grâce à son élasticité. Le poumon se rétracte vers le hip, tandis que la paroi thoracique se distend. Il se traduit à la radiographie thoracique par une hyperclarté gazeuse limitée en dedans par la plèvre viscérale sous forme d'un fin liseré et en dehors de la paroi thoracique On
On a une disparition dans cet espace de la vascularisation, la rétraction du poumon sous forme de moignon plus ou moins complètement ou île. Et en cas de doute, donc, il faut faire un cliché thoracique en expiration et le diagnostic, expiration forcée, et le diagnostic positif est posé par le scanner thoracique. Quantité d'épanchement qui est l'hydropneumothorax qui est associé ici à deux niveaux, gazeux et liquidien. En position debout, la présence d'un niveau, on trouve un niveau hydroaérique dans la cavité pleurale qui est vraiment un signe pathognomonique et spécifique. Passe un syndrome médiastinal. C'est quoi le syndrome médiastinal? C'est une opacité à bord externe qui est convexe, limite interne non visible, la déviation d'un organe médiastinal spontanément visible, comme la trachée, donc elle associe une déviation dans la trachée. Le cliché de profil permet de situer l'anomalie dans l'un des trois compartiments du médiastin. Antérieur, en avant des gros vaisseaux. Postérieurement, en arrière, c'est la trachée. Moyen entre les deux précédents. Pour le syndrome pariétal, enfin, on a les déformations thoraciques, on a les atteintes costales et les hernies diaphragmatiques.